Après que mon mari m'a demandé de servir sa maîtresse pendant ma période postnatale, il m'a giflé et mise à la porte. Il a été choqué par ce que j'ai fait ensuite. J'avais un plan secret. Olive se souviendra toujours de cette soirée qui a changé sa vie. Elle avait fait des heures supplémentaires ce jour-là, ne quittant le bureau qu'après de 19 heures, traînant son corps épuisé jusqu'à la maison. Elle a ouvert la porte d'entrée et a immédiatement vu son mari, Marc, assis sur le canapé du salon. Il tenait un verre de bourbon à la main, les pieds posés sur la table basse. La télévision était allumée, mais il ne la regardait pas. Il semblait l'attendre. Cette scène a fait naître chez Olive un léger sentiment de malaise. En 5 ans de mariage, Marc ne l'attendait presque jamais dans le salon. D'habitude, il était soit dans son bureau à la maison en train de jouer à des jeux vidéo, soit il prétextait de travailler tard et de recevoir des clients pour rester dehors toute la nuit. Parfois, il ne se voyait que 2 ou 3 fois par semaine. « Tu es rentré » a dit Marc. Son ton était étrangement calme, portant même une trace de douceur délibérée. Olive a enlevé ses talons, a sorti son téléphone de son sac et l'a glissé dans sa poche, puis a posé son sac sur la console de l'entrée. Elle a hoché la tête. Oui, j'étais occupée à finaliser l'audit du projet. Tu es rentré assez tôt aujourd'hui. Assieds-toi. J'ai quelque chose à discuter avec toi, a dit Marc, tapotant la place vide sur le canapé à côté de lui. Olive s'est approchée et s'est assise. En regardant l'expression de Marc, elle a senti que quelque chose n'allait pas du tout. Chaque fois qu'il lui parlait dernièrement, il était soit dédaigneux, soit impatient. Soudain, entamer une discussion formelle signifiait très probablement de mauvaises nouvelles. « Qu'est-ce que c'est ?» Dis-le simplement, a dit Olive. Marc a posé son verre et a croisé les bras sur sa poitrine comme s'il essayait d'organiser ses pensées. Après un long moment, il a finalement parlé. « Tu te souviens de Chloé, n'est-ce pas ?» Le cœur d'Olive s'est alourdi. Bien sûr, elle connaissait le nom de Chloé. C'était une ancienne collègue de Marc. Elle avait démissionné de son entreprise il y a 2 ans et avait supposément disparu de sa vie. Mais Olive avait très tôt senti que leur relation n'était pas entièrement innocente. L'été dernier, elle avait vu des messages suggestifs sur le téléphone de Marc. Des messages comme « Tu m'as manqué aujourd'hui » et « Quand pourrons-nous nous revoir ?» À l'époque, elle l'avait confronté. Mais Marc avait obstinément insisté que c'était juste une blague. Il l'avait même blâmé de faire toute une montagne d'une taupinière et d'être paranoïaque. Ils avaient eu une grosse dispute, mais finalement, le problème avait été balayé sous le tapis. À partir de ce moment-là, une épine était restée enfouie dans le cœur d'Olive. Ce n'est pas qu'elle n'avait jamais pensé à creuser plus profondément, mais à l'époque, elle sentait que tant que Marc reviendrait à la famille, elle pourrait laisser le passé derrière elle. Après tout, ils avaient 5 ans de mariage. Elle ne voulait pas abandonner facilement. Mais maintenant, Marc mentionnant le nom de Chloé de nulle part a instantanément amplifié son anxiété. Qu'est-ce qu'il y a avec elle ? Olive a essayé de garder sa voix aussi stable que possible. Marc est resté silencieux pendant quelques secondes, puis, comme s'il prenait une décision massive, a tout lâché d'un coup. Elle vient de me donner un fils, né il y a quelques jours. Olive a senti un bourdonnement assourdissant dans sa tête, comme un coup de tonnerre avait explosé juste à côté de son oreille. Son corps entier s'est figé sur le canapé. Sa bouche s'est ouverte, mais elle n'a pas pu prononcer un seul mot. Le bébé est. Sa voix était si sèche qu'elle avait l'impression d'avoir la bouche pleine de sable. Il est à moi, Marc a baissé la tête. Son ton, cependant, était net et définitif, comme si l'admettre était beaucoup plus facile que de le cacher. Olive a eu l'impression que la pièce tournait. Mariée depuis 5 ans, elle avait toujours espéré avoir un enfant à elle. Mais Marc disait toujours que le moment n'était pas le bon, que la pression financière était trop forte. Il repoussait cela année après année. Elle avait déjà 32 ans cette année. Sa carrière était stable et leurs finances s'étaient améliorées. Elle pensait qu'il pourrait enfin essayer d'avoir un bébé cette année. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» La voix d'Olive a commencé à trembler. « Ne sois pas émotive. Laisse-moi finir. » Marc a tendu la main pour lui attraper la main,
mais elle l'a violemment repoussé. Tu me dis de ne pas être émotive? Olive s'est levée, fixant l'homme devant elle. Tu as gardé une femme en secret. Tu as eu un bébé avec elle. Et tu me dis de ne pas être émotive. Marc, pour qui me prends-tu? Assieds-toi d'abord. Je n'ai pas fini. Le ton de Marc a commencé à se remplir d'impatience. Ce qui est fait est fait. Crier ne changera rien. Je voulais te parler aujourd'hui pour discuter d'autre chose. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Marc s'est levé, a tourné le dos à Olive, a marché jusqu'à la porte coulissante donnant sur le patio, et s'est retourné. Il a ensuite prononcé une phrase qui a complètement brisé le monde d'Olive. Chloé se remet de son accouchement. Elle ne peut pas s'occuper seule d'un nouveau-né, et elle n'a pas de famille autour pour l'aider. Je veux que tu ailles t'occuper d'elle pendant un moment. Le salon était si silencieux que le tic-tac de l'horloge murale était assourdissant. Olive a cru qu'elle avait mal entendu. Elle a fixé le visage de Marc, essayant de trouver la moindre trace d'une blague de mauvais goût, mais son expression était terriblement sérieuse. Répète ça, Olive a articulé chaque mot. J'ai besoin que tu ailles t'occuper de Chloé pendant qu'elle se rétablit, a dit Marc, son ton sonnant comme s'il discutait de la tâche la plus ordinaire du monde. Ses parents vivent en Floride et ont des problèmes de santé, donc ils ne peuvent pas venir. Elle est faible après l'accouchement et doit s'occuper d'un nourrisson. Elle ne peut tout simplement pas y arriver. Je dois travailler pendant la journée, donc je ne peux pas être là. Engager une infirmière de nuit à temps plein après l'accouchement est beaucoup trop cher, facilement plus de 6 000 € par mois. Je suis sous une forte pression financière en ce moment, alors j'ai besoin que tu y ailles. Tu veux? Olive l'a interrompu, sa voix tremblante. Tu veux que ta femme aille servir ta maîtresse pendant qu'elle se remet d'avoir ton enfant illégitime? Marc, tu as perdu la tête? Peux-tu arrêter d'utiliser ce mot? Marc a froncé les sourcils. Ce n'est pas une maîtresse. Nous avons de vrais sentiments l'un pour l'autre, et l'enfant est déjà né. Que tu l'acceptes ou non, il est de mon sang. En tant que ma femme, ne peux-tu pas être un peu plus généreuse? Généreuse. Olive a trouvé ce mot absolument absurde. Tu me trompes dans mon dos, tu mets une autre femme enceinte, et maintenant tu veux que je sois sa domestique vivante. Dis-moi, quelle femme au monde serait assez généreuse pour faire ça? Tu es juste trop mesquine, Marc a élevé la voix. Chloé ne s'est même pas souciée de ton existence, mais tu es là à la juger. Laisse-moi te dire, ce n'est pas négociable. Tu iras là-bas demain et tu t'occuperas d'elle jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie. Ce n'est pas comme si je te demandais de la servir pour le reste de ta vie. En regardant l'homme devant elle, Olive a senti qu'il était entièrement étranger et absolument dégoûtant. Elle était mariée à lui depuis 5 ans. Combien avait-elle sacrifié pour ce foyer? Son salaire, son temps, sa jeunesse, tout y était investi. Et lui? Il avait trouvé une maîtresse, avait eu un bébé, et voulait maintenant que sa femme agisse comme une nounou gratuite. Je n'y vais pas, la voix d'Olive était glaciale et résolue. Non seulement je ne m'occuperai pas d'elle, mais à partir de ce jour, je ne veux plus jamais te revoir. Marc, tu me dégoûtes. Elle s'est retournée pour se diriger vers la chambre principale afin de faire ses bagages. Après à peine 2 pas, Marc l'a attrapée fermement par le bras. Arrête tout de suite. Le visage de Marc est devenu écarlate. J'essaie de discuter raisonnablement avec toi. Ne tente pas ta chance. Lâche-moi. Olive a lutté pour se libérer de son emprise. Tu dois accepter aujourd'hui. Sinon quoi? Olive s'est arrêtée et l'a regardé directement dans les yeux. La seconde suivante, une gifle retentissante a atterri sur sa joue gauche. L'immense douleur a fait reculer Olive de 2 pas, la faisant presque tomber. Elle s'est appuyée contre le mur, serrant sa joue brûlante, complètement stupéfaite. En 5 ans de mariage, Marc n'avait jamais levé la main sur elle. Aujourd'hui, parce qu'elle avait refusé de servir sa maîtresse, il l'avait réellement frappée. Alors, va-t'en, a rugi Marc, les yeux injectés de sang. Si tu refuses d'aider, alors va-t'en de cette maison. Tu es inutile de toute façon.
Tu n'as même pas pu me donner un enfant. Chloé m'a donné un fils. Que vaux-tu? Chaque mot a transpercé le cœur d'Olive comme un couteau rouillé. Ce n'est pas qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est qu'il ne la laissait pas faire. Pendant les 5 dernières années, chaque fois qu'elle parlait d'essayer d'avoir un bébé, Marc repoussait. Il s'est avéré que ce n'était pas une question de mauvais timing. Il ne voulait tout simplement pas d'enfant avec elle parce qu'il avait déjà une autre femme et qu'il construisait déjà un héritage ailleurs. Et elle avait été tenue dans l'ignorance comme une idiote complète. Olive est restée figée. La douleur cuisante sur sa joue a en fait rendu son esprit plus clair que jamais. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a simplement fixé Marc, l'homme avec qui elle pensait autrefois passer sa vie. Le tout dernier lambeau d'attachement émotionnel qu'elle avait pour lui s'est brisé complètement au moment où cette gifle a atterri. Bien, sa voix était terriblement calme. Tu veux que je parte? Je partirai. Mais tu te souviendras de chaque mot que tu m'as dit aujourd'hui. Sur ce, elle s'est retournée, est entrée dans la chambre et a fermé la porte à clé. Dehors, Marc jurait toujours bruyamment. Pars si tu veux. Cette maison est exactement la même sans toi. Pour qui te prends-tu? Le monde continuera de tourner sans toi. Olive s'est assise sur le bord du lit, sa main droite tremblant encore légèrement. Elle a touché sa joue. Une petite marque brûlante avait déjà commencé à gonfler. Elle s'est levée, a marché jusqu'à son miroir de coiffeuse et s'est regardée. Le contour clair d'une empreinte de main brillait de colère sur sa joue gauche. Elle a sorti son téléphone et a pris plusieurs photos claires de son visage dans le miroir. Une fois fait, elle a immédiatement téléchargé les photos sur son stockage cloud sécurisé. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était une preuve. Olive est restée assise à sa coiffeuse pendant un long moment. Son esprit a rejoué les 5 dernières années de leur mariage comme un film. Elle et Marc s'étaient rencontrés par l'intermédiaire d'un ami de l'université. À l'époque, Marc la traitait incroyablement bien. Il était attentif, la conduisait au travail et la ramenait, et avait toujours des cadeaux attentionnés pour les fêtes. Elle pensait avoir rencontré la bonne personne. Ils ont obtenu leur certificat de mariage après 1 an de fréquentation. Quand ils se sont mariés, ils ont mis leurs économies en commun et ont acheté une modeste maison de banlieue. Ils ont partagé la compte à parts égales et ont payé l'hypothèque ensemble. Plus tard, ils ont acheté une voiture ensemble, bien qu'elle ait été enregistrée au nom de Marc parce qu'il en avait plus besoin pour ses trajets quotidiens. Les 2 premières années de mariage ont été relativement douces. Bien que Marc ait parfois exhibité des traits masculins toxiques, comme s'attendre à ce qu'elle fasse la majeure partie des tâches ménagères ou prendre des décisions financières sans la consulter, Olive croyait que le mariage exigeait des compromis. Elle a fermé les yeux. Quand a-t-elle commencé à changer? Probablement vers la 3e année. Marc rentrait de moins en moins souvent. Ses excuses de travailler tard et de dîner avec des clients se sont multipliées. Quand elle l'appelait, il était soit en réunion, soit en train de dîner avec des clients, raccrochant après à peine 2 phrases. Une fois, il est rentré en sentant l'alcool, s'est penché en arrière sur le canapé et a demandé nonchalamment, s'il arrive un jour où nous ne pouvons plus faire fonctionner cela, que ferais-tu? Olive avait pensé qu'il divaguait simplement sous l'influence de l'alcool et l'avait ignoré. En y repensant maintenant, c'était probablement le moment exact où il a commencé à comploter sa vie alternative. Puis sont venus les SMS suggestifs avec Chloé qu'elle a trouvés sur son téléphone. Même s'il a tout nié, au fond, Olive connaissait déjà la vérité. Elle n'avait simplement pas voulu y faire face. Maintenant, tous les déguisements et les façades avaient été arrachés. L'enfant était né. Il ne pouvait même plus prendre la peine de faire semblant. Non seulement il a cessé de faire semblant, mais il a également exigé qu'elle serve l'autre femme. Quand elle a refusé, il l'a frappée et lui a dit de partir. Olive a pris une profonde inspiration, a pris son téléphone et a fait défiler jusqu'à un numéro qu'elle n'avait pas contacté depuis longtemps. Sarah, sa meilleure amie de l'université, qui était maintenant une avocate spécialisée en droit de la famille très réputée. Sarah n'avait jamais été une grande fan de Marc. Elle avait averti Olive en privé quelquefois à l'époque, disant qu'il était un beau parleur et peu fiable.
Mais Olive était profondément amoureuse à l'époque et n'écoutait pas. Sarah a finalement laissé tomber le sujet. Après l'obtention de leur diplôme, elles se sont toutes deux occupées de leur carrière et leur contact a diminué, mais le fondement de la confiance est resté solide. Elle a rédigé un long message texte détaillant brièvement ce qui s'était passé, puis a demandé à Sarah, « Si je veux divorcer et que je veux le laisser sans absolument rien, que dois-je préparer ?» Moins de 5 minutes après l'envoi du message, Sarah a appelé. « Liv, tu vas bien ? Il t'a frappé. » Le ton de Sarah était pressé et le cœur brisé. « Je vais bien. Une gifle ne me tuera pas. » La voix d'Olive était parfaitement stable. « Comment ça ne te tuera pas ? La violence domestique est de la violence domestique. Une fois, c'est trop. » Sarah a pris une profonde inspiration et a baissé la voix. « Écoute-moi. Étant donné ta situation, ton mari a commis l'adultère, a engendré un enfant hors mariage et a commis un acte de violence domestique. Ce sont des preuves très favorables pour toi dans un divorce. Si tu rassembles suffisamment de preuves solides, tu peux absolument dominer la division des biens, en t'assurant qu'ils n'obtiennent que peu ou rien. Tu peux aussi intenter une action pour détresse émotionnelle. Qu'est-ce que je dois collecter exactement ? » Sarah les a énumérés un par un. Premièrement, la blessure sur ton visage. Va aux urgences immédiatement pour obtenir une évaluation médicale. Le plus tôt sera le mieux, demain matin au plus tard. Deuxièmement, des preuves de son infidélité. Message texte, virement bancaire, photos, vidéos. Rassemble autant que tu peux. Troisièmement, l'enfant qu'il a eu avec cette femme. Si tu peux mettre la main sur le certificat de naissance ou toute documentation prouvant la paternité, c'est un ticket d'or. Quatrièmement, un inventaire complet de vos biens matrimoniaux conjoints, la maison, la voiture, les comptes d'épargne, les portefeuilles d'investissement. Organise tout tes livres, Sarah a souligné, quand il t'a frappé et t'a dit de partir aujourd'hui, l'as-tu enregistré ? Olive a secoué la tête, puis a réalisé que Sarah ne pouvait pas la voir. Non, c'est arrivé trop vite. Je n'ai pas eu le temps. Ce n'est pas grave. Le rapport médical et tes photos serviront de preuve de l'abus. Mais à partir de cette seconde, tu dois être constamment prête à enregistrer. Prends-en l'habitude. Chaque fois que lui ou sa famille essaie de te parler, active l'application de mémo vocal de ton téléphone avant qu'il n'ouvre la bouche. Je comprends. Liv. La voix de Sarah s'est adoucie. N'aie pas peur. Je suis là. Je mènerai cette guerre avec toi. Après avoir raccroché, Olive a ressenti un nouvel élan de force. Elle savait qu'à partir de ce moment-là, elle n'était plus la femme accommodante et patiente. Elle allait se battre pour tout ce qui lui était dû. Cette nuit-là, Olive a dormi dans la chambre principale et Marc a dormi dans la chambre d'amis. Ils n'ont pas dit un mot de plus l'un à l'autre. Tôt le lendemain matin, avant même que Marc ne soit réveillé, Olive a discrètement quitté la maison. Elle s'est rendue en voiture au service des urgences d'un hôpital voisin et a fait examiner sa blessure par un médecin. Le médecin a vu l'empreinte de main sur son visage, a froncé les sourcils et a demandé si elle avait été agressée. Elle a dit la vérité. Secouant la tête, le médecin a pris des photos pour le dossier médical et a rédigé un rapport clinique détaillé. Avec le rapport médical en main, Olive s'est rendue directement au cabinet d'avocat de Sarah. Quand Sarah a vu la contusion sur le visage d'Olive, ses yeux se sont remplis de larmes. Elle lui a attrapé la main et a dit, « Cet animal absolu. Tu lui as donné 5 ans de ta vie. » « Plus maintenant, » a dit Olive calmement. Sarah l'a aidé à cartographier les preuves existantes, puis lui a dit les prochaines étapes cruciales. La chose la plus importante maintenant est d'obtenir des preuves substantielles de son affaire. Les messages textes ne sont qu'une partie. Si tu peux prouver qu'il cohabite avec Chloé, obtenir le certificat de naissance du bébé ou obtenir des relevés détaillés de ses virements bancaires vers elle, nous aurons un dossier en béton. Ne le préviens pas maintenant, a instruit Sarah. Rentre à la maison et agis comme si rien ne s'était passé. Laisse-le penser que tu as accepté ton sort. Une fois sa garde baissée, tu auras l'occasion parfaite de rassembler le reste. Olive a hoché la tête.
Elle a compris que c'était une guerre qui exigeait une immense patience. Quand elle est rentrée chez elle, Marc était déjà parti travailler. Il avait laissé une note négligée sur la table basse. « Appelle-moi quand tu auras réfléchi. » Olive l'a regardé, a froissé le papier en boule et l'a jeté à la poubelle. Pendant les jours suivants, Olive est allée travailler comme d'habitude et a maintenu une routine normale à la maison. Marc lui a demandé une fois si elle avait pris sa décision. Olive lui a juste jeté un regard froid et n'a rien dit. Marc a probablement réalisé qu'il avait franchi une ligne majeure cette nuit-là. Son attitude s'est légèrement adoucie. Bien qu'il ne se soit jamais excusé, il a cessé d'exiger qu'elle aille servir Chloé. Cependant, il a fait une autre demande. Un soir, Olive cuisinait dans la cuisine. Marc est sorti de la chambre d'amis, s'est appuyé contre le cadre de la porte, l'a regardé de dos et a dit « J'ai trouvé une aide maternelle à temps partiel pour Chloé. Cela coûte 100 € par jour, environ 3 000 € par mois. Nous allons payer cela sur notre compte joint. » La spatule dans la main d'Olive s'est arrêtée. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Elle ne s'est pas retournée. « J'ai dit que le coût de l'aide pour Chloé proviendrait de notre compte joint. » Le ton de Marc suggérait que c'était un arrangement tout à fait raisonnable. Ce n'est pas facile pour elle de s'occuper seule du bébé. Je dois faire mon devoir. Olive s'est lentement retournée et a regardé le visage de Marc. Il avait l'air entièrement sérieux. Il ne voyait vraiment rien de mal à cette demande. Elle s'est souvenue du conseil de Sarah, ne le préviens pas. Elle a ravalé sa rage bouillonnante, a forcé un hochement de tête et a dit « Fais ce que tu as à faire. » Marc ne s'attendait manifestement pas à ce qu'elle accepte si facilement. Il s'est figé une seconde, puis a souri. « C'est mieux comme ça. C'est bien que tu réfléchisses clairement. Ce qui s'est passé avec Chloé et moi est déjà fait. Te disputer avec moi ne le réparera pas. Si nous faisons tous les deux un pas en arrière, nous pouvons encore vivre une bonne vie. » Olive n'a pas répondu. Elle s'est retournée et a continué à cuisiner. La fumée de la poêle lui a piqué les yeux, mais elle n'a pas versé une seule larme. Au cours des 2 semaines suivantes, Olive a agi comme si elle avait accepté sa réalité. Son attitude envers Marc est devenue beaucoup plus douce. Parfois, elle lui demandait même si le travail était fatigant ou ce qu'il voulait pour le dîner. Marc a pensé qu'elle avait enfin retrouvé la raison. Il est devenu beaucoup plus amical, a parlé davantage et est rentré plus souvent pour le dîner. Plusieurs fois, il a même ramené des fruits frais. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Olive construisait tranquillement son arsenal. D'abord sont venus les messages textes. Après s'être fait prendre à envoyer des SMS à Chloé la dernière fois, Marc avait changé le code d'accès de son téléphone. Mais comme Olive n'en a plus jamais parlé, il a supposé que la tempête était passée. Trouvant le nouveau code d'accès ennuyeux, il l'a rapidement remis à l'ancien, sa propre date d'anniversaire. L'homme était arrogant jusqu'à la moelle. Il n'a jamais respecté les sentiments d'Olive et ne croyait honnêtement pas qu'elle aurait le courage de se retourner contre lui. Chaque nuit, après qu'il s'endorme, Olive prenait délicatement son téléphone et parcourait ses messages. Le contenu était écœurant. Le nom de contact de Chloé était enregistré avec des émojis cœur. Le chat était rempli d'une affection nauséabonde. Mon mari, notre fils a pris du poids aujourd'hui. Il te ressemble exactement. Bébé, quand viens-tu me voir, moi et notre fils? Quand vas-tu enfin divorcer d'elle? Je ne veux pas vivre comme ça pour toujours. Les réponses de Marc étaient également révoltantes. Bientôt. Bientôt. J'attends juste le bon moment. Sois sage. Dès que je m'occuperai des choses de ce côté, je t'épouserai. Tu as travaillé si dur. Je te transférerai de l'argent supplémentaire ce mois-ci. Olive a fait des captures d'écran de chaque conversation et les a téléchargées directement sur son cloud. Ensuite, les dossiers financiers. Elle a fouillé les applications bancaires de Marc. Elle a découvert qu'à partir du début de l'année dernière, il transférait de l'argent à Chloé tous les mois. Les montants variaient de 1 000 à 25 000 €. Récemment, à cause de la grossesse et de la naissance, le montant a grimpé en flèche. Le mois dernier seulement, il lui a envoyé 5 000 €.
Au total, il avait transféré plus de 40 000 € à Chloé. 40 000 €. Tout cela des biens matrimoniaux. En plus de cela, elle a remarqué une autre dépense suspecte. Il y a environ un an, Marc a commencé à mettre en place un virement automatique de 1 500 € tous les mois à sa mère, Brigitte. Ce montant a déclenché des alarmes dans la tête d'Olive. Sa belle-mère avait une solide pension et des frais de subsistance faibles. Auparavant, Marc ne lui avait jamais envoyé régulièrement de grosses sommes d'argent. Lui donner quelques centaines d'euros pour Noël ou son anniversaire était le maximum. Ces 1 500 € mensuels duraient depuis un an, totalisant 18 000 €. Soutenait-il vraiment sa mère âgée, ou était-il en train de détourner des biens matrimoniaux sous un nom différent? Elle a tracé un énorme point d'interrogation à côté. Olive a également trouvé un contrat de location enfoui dans le porte-documents de Marc. Il avait loué un appartement de 2 chambres pour Chloé dans le quartier nord pour 1 500 € par mois, à partir de juin dernier. Cela signifiait qu'il entretenait Chloé depuis plus d'un an. Elle a pris des photos claires de tous ces documents. Sa découverte la plus explosive a été un dossier verrouillé dans le tiroir du bureau de Marc. Il contenait les dossiers prénataux de Chloé et le certificat de naissance officiel du bébé. Sur le certificat de naissance, clairement imprimé sous « Père », se trouvait le nom complet de Marc. Olive a deviné qu'il l'avait ramené à la maison pour déposer une sorte de paperasse ou de demande d'assurance et l'avait enfermé dans son bureau, craignant qu'il ne se perde chez Chloé. En regardant le document, les mains d'Olive ont tremblé de manière incontrôlable, non pas de chagrin, mais d'une pure adrénaline. C'était le ticket d'or dont Sarah avait parlé. Avec cela, combiné au texte et au relevé bancaire, elle avait un levier absolu. Elle a organisé toutes les preuves et en a fait 3 copies, une pour son coffre-fort, une dans le cloud et une qu'elle a remise directement à Sarah. Après avoir examiné les dossiers, Sarah lui a tapoté l'épaule. Liv, c'est ça. C'est plus que suffisant pour prouver qu'il a commis une grave inconduite matrimoniale. Tu vas absolument l'écraser dans la division des biens. Nous pouvons exiger qu'il reparte pratiquement sans rien. De plus, puisqu'il a secrètement détourné des biens conjoints au profit de sa maîtresse, tu as le droit légal d'exiger de récupérer chaque centime. Quant à l'argent qu'il a envoyé à sa mère, étant donné le moment et les montants, il est très probable qu'il s'agissait d'une dissipation d'actifs déguisée en soutien familial. Nous le présenterons au juge et laisserons le tribunal décider. Quand dois-je le confronter ? A demandé Olive. Ne te précipite pas, Sarah a réfléchi un instant. Donne-lui encore quelques jours. Vois s'il fait une erreur et nous donne plus de levier. Plus il y a de preuves, plus tes chances de victoire totale sont grandes. Aussi, trouve une excuse pour visiter l'appartement qu'il lui a loué. Essaie d'obtenir la preuve qu'ils vivent ensemble comme un couple marié. Olive a hoché la tête. Elle avait déjà un plan. Juste à temps, sa belle-mère, Brigitte, a décidé de lui rendre visite. C'était un samedi après-midi. Olive rangeait la maison quand la sonnette a retenti. Elle a regardé par le judas. C'était Brigitte. Elle tenait un panier de fruits et arborait un sourire qui semblait douloureusement forcé. Des sonnettes d'alarme ont retenti dans la tête d'Olive. Se souvenant du conseil de Sarah, elle a discrètement sorti son téléphone, a lancé un enregistrement vocal, l'a glissé dans sa poche et a ouvert la porte. « Bonjour, Brigitte. Qu'est-ce qui t'amène ?» Brigitte est entrée, ne s'est pas assise, a fait 2 fois le tour du salon, puis a saisi les mains d'Olive avec une affection exagérée. « Liv, ma chérie, je suis venue aujourd'hui parce que je voulais te demander un petit service. » Sa belle-mère était généralement distante et critique. Cette chaleur soudaine signifiait des ennuis. « Qu'est-ce que c'est, Brigitte ?» Brigitte s'est assise sur le canapé, a tapoté le coussin à côté d'elle, faisant signe à Olive de s'asseoir. Elle s'est éclaircie la gorge. « Liv, Marc m'a dit qu'une de ses amies venait d'avoir un bébé. Elle n'a personne pour l'aider à se rétablir. Nous espérions que tu pourrais y aller et lui donner un coup de main. » Olive a fait une pause. Elle a remarqué que Brigitte avait utilisé le mot « amie », pas « cette femme » ou « Chloé ».
Cela signifiait soit que Marc avait menti à sa mère et ne lui avait pas dit que c'était sa maîtresse et son enfant illégitime, soit que Brigitte savait exactement ce qui se passait, mais le présentait délibérément comme une faveur pour une amie. Quelle que soit la vérité, cela a rendu Olive malade. Brigitte, de quelle amie parles-tu? Olive a fait semblant de ne rien savoir. Les yeux de Brigitte ont furtivement glissé un instant avant qu'elle ne réponde nonchalamment, « Oh, juste une ancienne collègue de Marc. Son nom de famille est Chloé. La pauvre fille est toute seule ici et sa famille est hors de l'état. C'est tellement triste. Marc a dit, tu es si doué pour t'occuper des gens. Nous avons juste pensé que tu pourrais y aller pendant quelques jours. Ce n'est vraiment pas demander grand-chose, n'est-ce pas? Olive a regardé calmement sa belle-mère. Elle était maintenant sûre à 100% que Brigitte était au courant pour Chloé et qu'elle savait que l'enfant était celui de Marc. Sinon, pourquoi diable demanderait-elle à sa belle-fille d'agir comme infirmière pour une collègue aléatoire? Brigitte. La voix d'Olive était parfaitement stable. Marc t'a-t-il dit qu'elle n'était qu'une amie? Le sourire de Brigitte s'est figé pendant une fraction de seconde avant de reprendre sa place. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien sûr, ce ne sont que des amis. Qu'est-ce qu'il pourrait être d'autre? Cette Chloé est la maîtresse de Marc. L'enfant est de Marc. Tu sais tout ça, n'est-ce pas? L'air dans le salon s'est instantanément solidifié. Le sourire a complètement disparu du visage de Brigitte. Elle a fixé Olive pendant plusieurs secondes, sa bouche s'ouvrant et se refermant. Finalement, elle a poussé un long soupir et toute son attitude a changé. Puisque tu sais déjà, je ne vais pas mâcher mes mots. Oui, Chloé est la petite amie de Marc. C'est une briseuse de foyer, a corrigé Olive. N'utilise pas de mots aussi laids. Le visage de Brigitte s'est assombri. Alors, et si un homme a une autre femme en secret? Cela ne t'empêche pas d'être sa femme légale. Regarde-toi. Mariée depuis 5 ans et tu n'as même pas pu donner d'enfant à la famille. Au moins Chloé a donné à Marc un grand garçon en bonne santé. Quel droit as-tu de la mépriser? Ces mots étaient comme une lame émoussée le cœur d'Olive. Ce n'est pas qu'elle ne voulait pas tomber enceinte. Marc refusait de la laisser faire. Chaque fois qu'elle en parlait, il trouvait des excuses. En y repensant, il le faisait exprès. Il avait déjà Chloé. Il avait tout planifié. Attendre le bon moment, divorcer d'elle et emménager avec Chloé. Brigitte. Olive a pris une profonde inspiration, réprimant la tempête qui roulait dans sa poitrine. Quelles que soient tes justifications, je n'accepterai jamais d'aller jouer les infirmières pour cette femme. Brigitte a claqué sa main sur l'accoudoir et s'est levée. Écoute-moi très clairement. Cet enfant est mon petit-fils. Il est le sang de notre famille. Sa mère se rétablit et n'a aucune aide. En tant qu'épouse de Marc, quel est le problème si tu vas l'aider? Si tu étais une vraie femme, tu en aurais eu un toi-même. Tu ne peux pas avoir d'enfant et maintenant tu es amère que quelqu'un d'autre en ait eu. Cela n'a absolument rien à voir avec le fait que j'aille la servir ou non. Olive s'est levée, regardant sa belle-mère droit dans les yeux. Brigitte, je te respecte en tant qu'aînée, mais tu ne peux pas être entièrement aveugle au bien et au mal. Marc entretenant une femme et ayant un enfant en dehors de notre mariage est entièrement de sa faute. S'attendre à ce que je serve sa maîtresse n'est pas une faveur. C'est une insulte extrême. Bien. Tu te crois si dur maintenant, n'est-ce pas? Le ton de Brigitte est devenu amer et agressif. Laisse-moi te dire tout de suite, si tu n'y vas pas, Marc divorcera de toi. Quand cela arrivera, tu te retrouveras sans rien. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Alors qu'il me divorce. La voix d'Olive n'a pas tremblé le moins du monde. Brigitte ne s'attendait manifestement pas à ce qu'elle accepte si rapidement. Elle a été stupéfaite un instant, puis a ricané. Tu penses qu'un divorce signifie que tu vas profiter de nous? La maison est au nom de mon fils. La voiture est à son nom. Tu n'auras pas un seul centime. Olive n'a pas répondu. Elle l'a juste regardé. Brigitte est restée là 1 minute de plus. Voyant qu'Olive ne reculait pas, elle a attrapé sa sacoche avec colère et a marché vers la porte.
En franchissant le seuil, elle a jeté une dernière menace par-dessus son épaule. Attends juste. Quand Marc rentrera à la maison, nous verrons comment il s'occupera de toi. La porte a claqué. Olive est restée dans le salon, le cœur battant, mais l'esprit remarquablement vif. Elle est retournée dans sa chambre, a sorti son téléphone et a confirmé que l'application d'enregistrement fonctionnait toujours. Du moment où Brigitte est entrée au moment où elle est partie, chaque mot avait été enregistré avec une clarté cristalline, y compris l'aveu de Brigitte de l'existence de Chloé et du bébé, y compris Brigitte utilisant la menace de divorce, y compris toutes ces insultes vicieuses. Elle a sauvegardé le fichier audio et a envoyé un SMS rapide à Sarah résumant la visite. Sarah a répondu immédiatement, brillant. Les déclarations de ta belle-mère agissent comme des preuves corroborantes de son adultère et de l'enfant illégitime. Cet audio est de l'or. Reste calme. Ne commence pas de dispute avec lui. Laisse-les se pendre. Bien sûr, Marc est rentré chez lui ce soir-là, l'air furieux. De toute évidence, il avait parlé à sa mère. Il a jeté sa mallette sur le canapé, a marché jusqu'à la cuisine où Olive faisait bouillir des pâtes, et a commencé un interrogatoire. Ma mère est venue te parler aujourd'hui. Pourquoi as-tu refusé encore? Quel est ton putain de problème? Olive a calmement essuyé ses mains sur son tablier, a tapoté sa poche pour s'assurer que son téléphone enregistrait, et a continué à remuer la marmite. Elle n'a même pas levé les yeux. Je t'ai déjà dit que je n'allais pas servir cette femme. Ce n'est pas cette femme. Son nom est Chloé, Marc a élevé la voix. Bien, Chloé. Olive l'a finalement regardé. Alors explique-moi pourquoi ta femme devrait aller servir ta maîtresse après l'accouchement. Donne-moi une raison, une seule raison logique. Marc a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Tu ne peux pas parce qu'il n'y a aucune raison logique. Olive a éteint la cuisinière et a servi les pâtes. Marc, laisse-moi te demander une dernière fois. As-tu l'intention de divorcer de moi pour être avec elle? Marc est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, je ne veux pas divorcer. Ce qui s'est passé avec elle n'était qu'un moment de faiblesse, mais l'enfant est déjà là. Je ne peux pas simplement l'abandonner. Je veux que tu sois la personne la plus grande et que tu acceptes la réalité. Nous pouvons juste continuer à vivre nos vies. La personne la plus grande. Olive a entendu cette phrase à nouveau. Elle l'a trouvée simultanément exaspérante et hilarante. Tu trompes, as un bébé avec une autre femme, finances sa vie avec notre argent commun, et maintenant tu veux que je sois son infirmière, et tu appelles ça être la personne la plus grande? Marc, pourquoi me prends-tu? Ton serviteur a servi. Peux-tu arrêter de t'accrocher à ça? Marc s'est frotté le visage avec frustration. Bien, oublie de t'occuper d'elle. Mais arrête de parler de divorce. Faisons comme si rien de tout cela n'était jamais arrivé. Faire comme si rien de tout cela n'était jamais arrivé? Olive a posé sa fourchette et a plongé ses yeux dans ceux de Marc. As-tu oublié que tu m'as giflé? As-tu oublié que tu m'as dit de dégager? As-tu oublié que tu m'as raillé de ne pas pouvoir te donner un enfant? Le visage de Marc a changé. De toute évidence, il savait qu'il avait franchi une ligne énorme cette nuit-là. Le fait de se le faire reprocher l'a rendu défensif. J'ai eu tort cette nuit-là, a-t-il marmonné. Je n'aurais pas dû te frapper. Mais tu as ta part de responsabilité. Si tu avais juste accepté d'aider, rien de tout cela ne serait arrivé. Olive a secoué la tête. Elle savait qu'il était absolument impossible de raisonner cet homme. Bien, j'ai fini de me disputer avec toi. Elle a pris son assiette et s'est dirigée vers la chambre à coucher. Fais ton propre dîner. Après avoir fermé la porte, Olive a vérifié son téléphone. L'enregistrement avait tout capturé. Cette conversation était un autre clou dans son cercueil. Au cours de la semaine suivante, l'atmosphère dans la maison était incroyablement tendue. Marc n'a plus jamais parlé de servir Chloé, mais son comportement est devenu plus audacieux. Il quittait la maison presque tous les soirs, affirmant qu'il allait voir le bébé. Parfois, il rentrait après minuit. Parfois, il ne rentrait pas du tout. Olive ne se battait pas et ne criait pas. Elle documentait simplement tout.
Les heures de départ et d'arrivée de Marc, les textes et les virements bancaires sur son téléphone, ses données de localisation. Elle a également suivi le dernier conseil de Sarah. Un jour après le travail, elle n'est pas rentrée chez elle. Au lieu de cela, elle s'est rendue au complexe d'appartements du quartier nord où Marc louait l'unité pour Chloé. Elle a garé sa voiture dans la rue et a attendu environ 40 minutes avant que le SUV de Marc ne pénètre dans le parking. Olive a sorti son téléphone et a enregistré sa voiture entrant dans le complexe. Elle a attendu dans sa voiture pendant une autre heure jusqu'à ce que le soleil se couche complètement. Puis elle est entrée dans le bâtiment. Suivant l'adresse figurant sur le contrat de location, elle est montée au 6e étage et a trouvé l'unité 603. Le couloir était silencieux, éclairé par de faibles lumières au plafond. Debout devant la porte, elle pouvait faiblement entendre le son d'un bébé qui pleurait à l'intérieur, ainsi qu'un homme et une femme qui parlaient. C'était la voix de Marc. « Pourquoi notre fils pleure-t-il encore? A-t-il faim ?» Puis la voix de Chloé. « Je viens de le nourrir. Il a probablement besoin d'un changement de couche. Peux-tu me passer les lingettes ?» Leur ton était naturel et intime, exactement comme un couple marié. Debout dans le couloir, Olive a ressenti une bouffée de chagrin momentanée, mais elle a été rapidement remplacée par un sentiment écrasant de détermination. Elle n'a pas frappé. Elle a simplement sorti son téléphone, a enregistré l'audio s'échappant de la porte, a pris quelques photos du numéro de l'appartement 603 et est partie. De retour dans sa voiture, elle a attendu environ 22h30 lorsque la voiture de Marc a finalement quitté le complexe. Elle l'a suivi à distance, le regardant conduire jusqu'à leur maison. Tout était vérifié. Le lendemain, Olive a remis toutes les nouvelles preuves à Sarah. Après les avoir examinées, Sarah a dit « Tes preuves sont à toute épreuve. Cependant, avant que nous ne déposions officiellement les documents, je dois faire un peu plus de travail de fond. Je vais émettre une citation à comparaître pour obtenir ces titres de propriété officiels et des relevés bancaires complets non expurgés directement des institutions. Nous devons vérifier officiellement le statut de tous les biens matrimoniaux. Le processus de découverte devrait prendre environ une semaine. Fais-le, a dit Olive. Sarah l'a regardé en demandant sérieusement, es-tu absolument sûre? Une fois que je dépose, il n'y a pas de retour en arrière. À partir du moment où il m'a giflé, il n'y avait pas de retour en arrière. Sarah a hoché la tête. Au cours de la semaine suivante, Sarah a exécuté la découverte légale. Elle a obtenu les titres de propriété de la maison et de la voiture et a assigné les 2 dernières années des relevés bancaires principaux de Marc. Une fois tout vérifié, Sarah a rédigé la requête en divorce formel. Environ 2 semaines après le dépôt de la requête auprès du tribunal de la famille, Marc a reçu les documents. Ce soir-là, il a fait irruption dans la maison, tenant l'enveloppe jaune. Son visage était cendreux. Il a claqué les papiers sur la table basse et a lancé un regard noir à Olive, qui était assise sur le canapé en train de lire un livre. « Tu m'as vraiment poursuivi en justice pour le divorce? » « Oui. » Olive a tourné la page, sans même lever les yeux. « Tu es folle? » Marc a pratiquement rugi. « As-tu la moindre idée de ce qui va se passer si cela se sait? Comment suis-je censé me montrer au travail? Mes collègues, mon patron, ils sauront tous. Tu essaies de détruire ma vie? Quand tu entretenais une maîtresse et avais un bébé dans mon dos, as-tu déjà pensé si tu détruisais ta propre vie? » Olive a finalement levé les yeux, son regard indifférent. « Marc, tu es responsable des conséquences de tes propres actions. » Marc a fait les 100 pas dans le salon comme un animal en cage. Il a pointé un doigt vers Olive, ouvrant la bouche plusieurs fois, mais ne parvenant pas à former une phrase complète. Finalement, il s'est effondré sur le canapé, a enfoui sa tête dans ses mains et est resté silencieux pendant un long moment. « Qu'est-ce que tu veux exactement ?» a-t-il demandé, sa voix étouffée. « Un divorce ?» Olive a fermé son livre. « Les biens divisés conformément à la loi. Tu as commis l'adultère, as engendré un enfant hors mariage, as commis des violences domestiques et as caché des biens matrimoniaux. Tout cela sont de graves fautes. Selon la loi, la partie en faute est lourdement pénalisée dans la division des biens. J'ai rassemblé toutes les preuves. Tu n'as aucune chance de gagner.
Quelle preuve? La tête de Marc s'est relevée. Olive a pris son téléphone et a ouvert un dossier sécurisé. À l'intérieur, soigneusement classé, se trouvait une montagne de preuves. Elle les a montrées à Marc une par une. Ce sont tes messages avec Chloé. Chaque conversation dégoûtante de l'année dernière à aujourd'hui, y compris toi promettant explicitement de divorcer de moi et de l'épouser. Ce sont tes relevés bancaires et tes virements. Plus de 40 000 € transférés à Chloé. Chaque transaction horodatée. C'est le bail de l'appartement dans le quartier nord. Tu es répertorié comme le principal titulaire du bail. C'est le certificat de naissance du bébé. Ton nom est sous pair. Ce sont les photos de mon visage contusionné de la nuit où tu m'as frappé, ainsi que le rapport médical officiel des urgences. C'est l'enregistrement audio de ta mère venant chez moi pour me menacer de servir Chloé. Elle a ouvertement admis que le bébé est le tien. Et ceci. Olive a fait défiler jusqu'au dernier fichier. C'est la vidéo et l'audio que j'ai pris devant l'appartement du quartier nord. Ta voiture, unité 603. Ta voix parlant à l'intérieur. Marc a regardé les fichiers sur l'écran. Son visage est passé du pâle au blanc fantomatique, puis à un gris maladif. Quand as-tu obtenu tout ça? Sa voix tremblait de manière incontrôlable. À partir de la nuit où tu m'as giflé. Olive a retiré son téléphone. Pensais-tu vraiment que mon comportement calme ces dernières semaines signifiait que je cédais? Non. J'attendais juste le moment parfait pour t'anéantir. Marc s'est effondré sur le canapé comme si tous les os de son corps avaient été retirés. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il marmonné. Si tu portes ça devant les tribunaux, je suis ruiné. Mon travail, ma réputation. Quand tu m'as frappé, t'es-tu soucié de moi? Quand tu m'as dit d'aller servir ta maîtresse, t'es-tu soucié de ma dignité? Quand tu as viré des milliers d'euros à cette femme tous les mois, t'es-tu soucié de voler notre argent commun? Olive a tiré les questions rapidement, laissant Marc sans voix. Tu ne t'es jamais soucié, Olive s'est levée. Alors, ne t'attends pas à ce que je te montre de la pitié maintenant. Liv, Marc a tendu la main pour l'attraper. Ne me touche pas. Olive a fait un pas en arrière. Tu as deux choix. Option 1, tu acceptes un divorce non contesté. Tu signes le règlement. Je garde la maison. Je garde la voiture. Tu rembourses chaque euro que tu as détourné à ta maîtresse. Tu pars sans rien. Option 2, nous allons au procès. Le juge ordonnera exactement la même chose, sauf que toute la ville saura ce que tu as fait. Réfléchis bien. Marc est resté figé comme une statue. Olive ne lui a pas accordé un autre regard en se retournant et en entrant dans sa chambre. Le lendemain, Marc n'est pas allé travailler. Quand Olive a quitté la maison le matin, il était toujours allongé sur le canapé. Il semblait qu'il n'avait pas dormi du tout. Le cendrier débordait de mégots de cigarettes et le salon sentait la fumée. Ses yeux étaient complètement injectés de sang. Quand il a vu Olive sortir de la chambre, il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais est finalement resté silencieux. Olive l'a ignoré et est allée travailler. À midi, elle a reçu un SMS de Marc. Ma mère veut te voir cet après-midi. L'endroit habituel. L'endroit habituel signifiait le restaurant près de l'ancien quartier de Brigitte où ils avaient l'habitude de manger le dimanche. Olive a hésité. Elle ne voulait pas vraiment y aller. Mais ensuite, elle a pensé que c'était peut-être la dernière fois qu'elle aurait à faire face à sa belle-mère. Quoi qu'ils aient à dire, elle écouterait. De plus, si Brigitte disait autre chose de fou, ce ne serait que plus de preuves. Elle a pris une demi-journée de congé et s'est rendue au restaurant. Quand elle est arrivée, elle a constaté que Brigitte n'était pas seule. Marc était là aussi. Il était assis dans la banquette, la tête baissée. Brigitte était assise en face de lui, son expression grave. 2 tasses de café étaient intactes sur la table. Tu es là, Liv, assieds-toi. Le ton de Brigitte manquait de son arrogance habituelle. Au lieu de cela, il portait une politesse maladroite rare. Olive s'est assise, discrètement, s'assurant que l'application d'enregistrement de son téléphone fonctionnait dans son sac.
Qu'est-ce que c'est, Brigitte? Dis-le simplement. Brigitte a soupiré, a jeté un coup d'œil à Marc, puis s'est tournée vers Olive. Liv, tu ne peux pas divorcer. Et pourquoi ça? Marc sait qu'il a fait une erreur. Brigitte a tapoté le bras de Marc. Dis à ta femme. Dis-lui ce que tu m'as dit hier soir. Marc a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré. Il a regardé Olive, ses lèvres tremblantes, et a parlé d'une voix rauque. Liv, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te tromper. Je n'aurais pas dû te frapper. Je n'aurais pas dû te demander de t'occuper d'elle. S'il te plaît, ne divorce pas de moi. Olive a écouté son plaidoyer, son visage ne montrant absolument aucune émotion. Pourquoi penses-tu qu'une excuse arrange tout, a-t-elle demandé. Je réalise vraiment mon erreur, a plaidé Marc. J'accepterai toutes les conditions que tu voudras. Je couperai complètement les ponts avec Chloé. Je ne lui parlerai plus jamais. Le bébé. Je gérerai la situation du bébé. Cela ne t'affectera pas. Cela ne m'affectera pas. Olive a laissé échapper un rire froid. Cet enfant est déjà né. Il a un certificat de naissance avec ton nom dessus. Comment exactement ne m'affectera-t-il pas? Même si tu bloques Chloé, tu es légalement obligé de payer une pension alimentaire. Comment vas-tu la payer? Avec notre argent commun, t'attends-tu à ce que je reste ta femme tout en finançant ton enfant illégitime? Marc est resté sans voix. Brigitte a paniqué et a interjeté, Liv, ne peux-tu pas être un peu plus généreuse? Marc s'est excusé. Que veux-tu de plus? Les hommes font des erreurs. Il est en train de les réparer, n'est-ce pas? Divorcer de lui pour cette petite chose est fou. Cette petite chose? Olive a tourné son regard perçant vers sa belle-mère. Il commet l'adultère, engendre un enfant, commet des violences domestiques, vole des biens matrimoniaux et exige que sa femme serve sa maîtresse. Et à tes yeux, ce n'est qu'une petite chose? Brigitte s'est recroquevillée sous le regard intense d'Olive, son visage devenant rouge, manquant de courage pour riposter. Brigitte, je te respectais. Le ton d'Olive était glacial mais poli. Mais je vais être très claire aujourd'hui. Ce divorce aura lieu. Si tu veux vraiment aider Marc, dis-lui de signer l'accord de règlement non contesté. Sinon, nous irons au tribunal et le résultat sera infiniment plus laid pour lui. Tu femme sans cœur. Les lèvres de Brigitte tremblaient de rage. Maman, arrête. Marc a coupé sa mère, puis s'est tourné vers Olive. Liv, ne laisses-tu vraiment aucune place à la négociation? Jettes-tu simplement 5 ans de mariage? Ce n'est pas moi qui n'ai laissé aucune place à la négociation. Olive s'est levée. C'est vous deux qui avez brûlé le pont. La seconde où tu m'as dit de servir ta maîtresse. La seconde où tu m'as giflé, la seconde où tu m'as dit de partir, tu as pris la décision pour moi. Elle a attrapé son sac et s'est arrêtée au bord de la banquette, regardant une dernière fois. Marc était affalé sur son siège, les bras pendants. Brigitte était pâle, les lèvres serrées. Tu as 3 jours, a dit Olive. Dans 3 jours, si tu acceptes de signer le règlement, nous déposerons les papiers pacifiquement. Sinon, je te verrai au tribunal. Sur ce, elle est sortie. Pendant ces 3 jours, Marc a appelé Olive constamment. Parfois il suppliait, Liv, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je jure que je changerai. Parfois il menaçait, ne me pousse pas. Si nous coulons, je m'assurerai que tu coules avec moi. Parfois il pleurait simplement, sais-tu comment je vais survivre au cabinet si tout le monde le découvre? Olive n'a répondu à aucun appel. Elle a relayé toutes les communications strictement via Sarah. Brigitte a également appelé. Son ton est rapidement passé de poli à violemment toxique. Olive, toi, ingrate. Mon fils s'est occupé de toi pendant 5 ans et c'est ainsi que tu le remercies? Tu brûleras en enfer. Olive a enregistré chaque message vocal. Pendant cette période, Marc a fait quelque chose d'incroyablement stupide. Il a essayé de cacher de l'argent.
Sarah avait déposé une requête pour geler leurs avoirs en même temps que la demande de divorce. Le tribunal avait gelé leurs biens, leurs voitures et les comptes bancaires principaux de Mark, mais Mark, refusant d'accepter la défaite, a secrètement transféré 15 000 € d'un compte secondaire non gelé vers le compte bancaire de son cousin, essayant de cacher de l'argent. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est que Sarah avait demandé à Olive de surveiller de près son empreinte financière. Olive a remarqué le transfert dans l'application bancaire synchronisée dans le cloud et a immédiatement alerté Sarah. Sarah a ri froidement. Magnifique. Commettre une dissipation d'actifs pendant un litige actif. Il n'est pas seulement ruiné maintenant. Il est activement en outrage au tribunal. Quand je montrerai ça au juge, le tribunal va te donner tout sur un plateau d'argent. Les 3 jours sont passés. Mark a refusé de signer. Olive n'a pas été surprise. Elle savait qu'il nourrissait encore l'illusion de pouvoir gagner au tribunal puisque la maison et la voiture étaient techniquement à son nom. Il pensait avoir un levier. Il avait complètement tort. Le jour du procès, Olive portait un tailleur pantalon foncé élégant et un maquillage minimal. Quand elle est entrée dans la salle d'audience, Sarah l'attendait déjà à la table du demandeur. Mark était assis à la table du défendeur. À côté de lui se trouvait un jeune avocat relativement inexpérimenté qui feuilletait ses dossiers, son froncement de sourcils s'accentuant de minute en minute. Il se penchait occasionnellement pour chuchoter d'urgence à l'oreille de Mark. Le visage de Mark fluctuait entre le vert et le blanc. Voir l'énorme pile de classeurs de preuves sur la table de Sarah avait clairement déclenché une crise de panique. Brigitte était dans la galerie, assise au premier rang, vêtue d'un manteau rouge foncé. Elle avait l'air nerveuse mais défiante, lançant des regards assassins à Olive comme si elle essayait de l'avaler tout entière. Olive ne l'a pas regardée une seule fois. Elle est restée parfaitement immobile à sa table, sa posture droite et imposante. La juge était une femme sévère d'une 50aine d'années, portant des lunettes à monture métallique. Elle projetait une autorité absolue. Elle a examiné les dépôts préliminaires et a appelé la cour à l'ordre. Sarah s'est levée et a présenté le cas du demandeur avec une clarté dévastatrice. Votre honneur, la demanderesse, Olive, et le défendeur, Mark, se sont mariés il y a 5 ans. Pendant le mariage, le couple a acheté une maison et un véhicule avec les acomptes et les hypothèques payées sur des fonds matrimoniaux conjoints. Pendant le mariage, le défendeur a commis les actes graves d'inconduite matrimoniale suivants. Premièrement, l'entretien d'une relation adultère de longue date avec une tierce partie, Chloé, ayant entraîné la naissance d'un enfant hors mariage. Nous avons soumis des messages textes, des relevés de virements bancaires et le certificat de naissance de l'enfant portant le nom du défendeur comme pièce A. Deuxièmement, le défendeur a commis une dissipation d'actifs en transférant secrètement plus de 40 000 € de fonds matrimoniaux à la tierce partie. De plus, le défendeur a commencé à effectuer des virements mensuels inattendus de 1 500 € sur le compte de sa mère, Brigitte, totalisant environ 18 000 € au cours de la dernière année. Étant donné la corrélation parfaite du calendrier avec son adultère et le fait que sa mère a une pension adéquate, la demanderesse soutient qu'il s'agissait d'un transfert frauduleux d'actifs matrimoniaux déguisés en soutien familial. Troisièmement, suite au refus de la demanderesse d'agir en tant qu'infirmière postpartum pour sa maîtresse, le défendeur a commis un acte de violence domestique entraînant un traumatisme facial. Nous avons soumis des preuves photographiques et un rapport médical certifié des urgences comme pièce B. Quatrièmement, pendant la durée de ce litige, le défendeur a activement tenté de dissimuler des avoirs en transférant 15 000 € sur le compte bancaire de son cousin. Défiant l'injonction financière du tribunal. Les relevés bancaires sont soumis comme pièce C. Sarah a fait une pause, laissant le poids des preuves s'installer dans la salle d'audience. Compte tenu du comportement flagrant du défendeur, l'adultère, la violence domestique et la dissipation malveillante d'actifs, la demanderesse demande respectueusement la dissolution du mariage, l'attribution de la maison et du véhicule conjugaux à la demanderesse, la restitution intégrale des fonds dissipés, des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle et des dommages-intérêts punitifs d'un montant de 15 000 €. La salle d'audience était silencieuse. Le seul son était le bruissement de la juge tournant les pages du classeur de preuves. L'avocat de Mark s'est levé pour offrir une réfutation, mais il semblait complètement vaincu avant même de commencer.
Votre honneur, mon client admet certaines erreurs dans le mariage. Cependant, les demandes de la demanderesse sont draconiennes. La maison et le véhicule sont uniquement au nom de mon client, et il a contribué de manière significative à l'hypothèque. De plus, les virements à sa mère étaient simplement un fils soutenant un parent âgé et ne devraient pas être classés comme une dissipation d'actifs. Sarah a riposté instantanément. Premièrement, quel que soit le nom sur le titre, les fonds utilisés pour l'achat et la constitution de l'équité provenaient de comptes matrimoniaux communs, ce qui en fait des biens communautaires. Deuxièmement, concernant le soutien de la mère, le défendeur n'a jamais montré de schéma de virement mensuels important avant son affaire, ni n'a consulté sa femme. Il s'agit clairement d'une dissimulation systématique d'actifs. Troisièmement, Sarah a brandi un morceau de papier. Transférer 15 000 € à un cousin après avoir été signifié d'une demande de divorce est une violation classique d'une ordonnance de restriction financière. Selon la loi, une partie tentant de frauder le tribunal et son conjoint peut être pénalisé par la confiscation de sa part des actifs. La juge a écouté attentivement. Elle a feuilleté les messages textes, son front se plissant de dégoût. Elle a regardé le certificat de naissance, puis a jeté un regard dur à Marc. Quand elle a atteint le rapport des urgences détaillant l'agression, sa mâchoire s'est visiblement contractée. Avocat du défendeur, a dit la juge froidement. Votre client conteste-t-il la validité de cette preuve? Le jeune avocat a regardé impuissant Marc. Marc a regardé ses chaussures pendant un long moment avant de craquer, les textes et l'argent sont réels. Le bébé est à moi, mais la frapper était un accident. J'ai juste perdu mon sang-froid. Accident ou non, la violence domestique est de la violence domestique, a claqué la juge. Le rapport médical est inscrit au dossier. Depuis la galerie, Brigitte a soudainement sauté et a hurlé, « Juge, vous ne pouvez pas l'écouter. » C'était une femme terrible. Elle ne levait même pas le petit doigt dans la maison et avait un horrible caractère. Ordre. La juge a frappé de son marteau. Les membres de la galerie resteront silencieux ou seront tenus pour outrage et expulsés par l'huissier. Un mot de plus, madame, et vous passerez la nuit au poste. Brigitte s'est figée, complètement terrifiée par l'autorité de la juge. Elle a serré les lèvres et s'est enfoncée dans son siège, bien que ses yeux brûlent toujours de haine. La juge a posé quelques questions de clarification concernant les délais financiers, a confirmé les détails et a annoncé une suspension avant de rendre sa décision. En sortant des portes du tribunal, l'avocat de Marc l'a tiré à part et a chuchoté furieusement. Marc avait l'air physiquement malade. La réalité de sa destruction imminente s'était finalement installée. Olive a marché à côté de Sarah. « Qu'en penses-tu » Sarah a souri faiblement. « Détends-toi. » Sa défense était inexistante. De plus, essayer de cacher de l'argent pendant un procès actif est un énorme signal d'alarme pour n'importe quel juge. Je suis très confiante que tu obtiendras la maison et la voiture. Quant à l'argent qu'il a envoyé à sa mère, le juge pourrait faire preuve de discrétion, mais tu récupéreras la majeure partie. Bien. Olive a exhalé un long soupir. Soudain, des pas rapides se sont approchés par derrière. C'était Brigitte. Olive. La voix de Brigitte était stridente. Ne sois pas si suffisant. Même si tu gagnes, tu vas vivre une vie misérable. Une garce vicieuse et froide comme toi finira par. Brigitte. Olive s'est arrêtée et s'est retournée. Elle a utilisé son prénom. Elle n'était plus de la même famille. Les choses en sont arrivées là à cause de tes choix, pas des miens. Quand Marc a trompé, tu l'as couvert. Quand il a exigé que je serve sa maîtresse, tu l'as soutenu. Quand il m'a frappé, tu n'as rien dit. Tu ne m'as jamais traité comme de la famille. Alors pourquoi devrais-je montrer de la pitié à ta famille? Brigitte a ouvert la bouche, mais pas un seul mot n'est sorti. Olive s'est retournée et est partie sans se retourner. Le soleil de l'après-midi frappait ses épaules. Ses pas étaient réguliers et confiants. Sarah l'a rapidement rattrapé, lui a donné un coup d'épaule approbateur et n'a rien dit. Pendant un bref instant, les yeux d'Olive se sont embués, mais elle a levé les yeux vers le ciel bleu clair, a pris une profonde inspiration et a cligné des yeux pour chasser les larmes.
La décision officielle est arrivée par la poste un mois plus tard. Le tribunal a trouvé les faits d'une clarté écrasante et les preuves irréfutables. La juge a largement favorisé la demande d'Olive. Le divorce a été prononcé. La maison conjugale a été entièrement attribuée à Olive, qui a assumé le reste de l'hypothèque. Le véhicule a été entièrement attribué à Olive. Les fonds dissipés, les 40 000 € envoyés à Chloé et les 15 000 € envoyés au cousin, totalisant 55 000 €, devaient être remboursés à Olive dans les 30 jours. Concernant les 18 000 € envoyés à la mère, le tribunal a reconnu qu'une partie pourrait être interprétée comme un soutien familial, mais a pénalisé Marc pour le manque de transparence, ordonnant le remboursement de 12 000 €. Le tribunal a accordé 10 000 € de dommages et intérêts pour détresse émotionnelle. Au total, Marc a été légalement condamné à payer à Olive 77 000 € en espèces. Quand Sarah a reçu le jugement, elle a immédiatement appelé Olive. Nous avons gagné. La maison et la voiture sont à toi. Nous avons récupéré presque tout l'argent caché. Les dommages émotionnels sont légèrement inférieurs à ce que nous avions demandé, mais la victoire globale est totale. Quand Olive a appris la nouvelle, elle était assise sur son balcon. Le coucher de soleil avait teint le ciel d'une nuance orange brillante. Une brise chaude, portant le parfum du début de l'été, la caressait. Elle a regardé le PDF de l'ordonnance du tribunal sur son téléphone et a souri. Ce n'était pas un sourire de joie extatique, mais de profond soulagement. C'était enfin fini. Un mariage de 5 ans. Des espoirs brillants du début à la dérive progressive, culminant dans une destruction totale. En chemin, elle avait beaucoup perdu. 5 ans de sa jeunesse, sa foi dans le mariage, un amour qu'elle pensait autrefois éternel. Mais elle avait aussi beaucoup gagné. Elle a eu la maison, elle a eu la voiture, elle a eu la compensation financière qu'elle méritait. Plus important encore, elle a appris une leçon massive et a retrouvé sa propre identité. Elle savait qu'il y avait un écart entre un morceau de papier et de l'argent réel. Compte tenu de la ruine financière actuelle de Marc, il ne serait pas en mesure de verser 77 000 € d'un coup. Mais Sarah avait déjà prévu cela. S'il ne payait pas dans les 30 jours, Sarah déposerait une motion pour saisir directement ses salaires auprès de son employeur. L'argent arriverait en plusieurs versements, mais il ne pourrait pas y échapper. Olive n'était pas stressée. Elle avait appris la patience. Ce qui lui appartenait lui reviendrait, pas un centime de moins. Le premier week-end après que le jugement soit devenu officiel, Marc est venu faire ses affaires. Il a apporté 2 grandes valises et quelques sacs poubelles. Il a tranquillement sorti ses vêtements du placard, pièce par pièce. Olive était assise dans le salon, le regardant aller et venir en silence total. À mi-chemin du rangement, Marc s'est arrêté. Il tenait un manteau d'hiver, debout dans l'encadrement de la porte de la chambre, regardant Olive comme s'il voulait dire quelque chose. « Quoi ?» a demandé Olive. « Ce manteau ? C'était le cadeau d'anniversaire que tu m'as offert l'année de notre mariage. » Marc a baissé les yeux vers le tissu, sa voix à peine un murmure. « Tu te souviens ? Tu as fait 3 centres commerciaux différents juste pour trouver le style exact que je voulais. » Olive est restée silencieuse pendant quelques secondes. « Prends-le avec toi. » Marc a rangé le manteau dans la valise. Il n'a plus parlé. Une fois qu'il a fini de faire ses bagages, il a traîné les valises jusqu'à la porte d'entrée. Il s'est arrêté, la main sur la poignée, et a regardé en arrière. « Liv ? Oui. Je suis désolée. » C'était sa première excuse sincère. Pas une manipulation pour la garder, pas une tactique pour éviter les sanctions légales, juste un simple « je suis désolée ». Olive l'a regardé, a regardé le visage de l'homme qu'elle avait autrefois profondément aimé. Une légère douleur sourde a traversé sa poitrine, mais elle s'est estompée presque instantanément. « Prends soin de toi », a-t-elle dit doucement. Marc a hoché la tête, a tourné la poignée et est sorti. Au moment où la porte a claqué, Olive a écouté le son de ses pas résonnant dans le couloir, pas à pas, s'estompant jusqu'à ce que l'ascenseur sonne et engloutisse complètement le son. Elle s'est assise seule dans le salon calme et spacieux et a regardé autour d'elle.
La tache rectangulaire délavée sur le mur montrait où leur portrait de mariage était accroché. Les aimants de vacances sur le réfrigérateur avaient été jetés. La plante de pathos sur la table basse prospérait, ses feuilles d'un vert vibrant et sain. Elle l'avait maintenue en vie toute seule. À partir d'aujourd'hui, cette maison était vraiment la sienne. Olive s'est levée, est entrée dans la cuisine et s'est versé un verre d'eau. Elle a ouvert le réfrigérateur, a sorti une barquette de fraises, les a lavées et les a apportées sur le balcon. Elle s'est assise sur la chaise de patio, mangeant une fraise tout en regardant la rue en bas. Les trottoirs du soir étaient animés. Une jeune mère marchant avec un tout petit. Un couple d'adolescents se tenant la main. Des navetteurs rentrant chez eux. Chacun avait sa propre vie, sa propre histoire. Son téléphone a vibré. Un SMS de Sarah. Tu es libre ce week-end? Un nouveau restaurant de fondue a ouvert en centre-ville avec des critiques incroyables. Allons fêter ça. Olive a souri et a répondu, bien sûr, tu choisis l'heure. Sarah a répondu instantanément, déjeuner demain. C'est pour moi. Ma plus grande victoire mérite une célébration. Olive a secoué la tête, un sourire sincère se répandant sur son visage. La vie avançait jour après jour. Le premier mois après le divorce, Olive a redécoré la maison. Marc avait détesté avoir des fleurs dans le salon, se plaignant des pétales qui tombaient. Maintenant, elle a acheté un énorme bouquet de tournesol et l'a placé juste au centre de la table basse. Le jaune vif était un remontant instantané. Elle a transformé la chambre d'amis en bureau à domicile. Elle a acheté un grand bureau en chêne et une bibliothèque, la remplissant entièrement des livres qu'elle avait toujours voulu lire mais pour lesquels elle n'avait jamais eu le temps. Le soir après le travail, elle préparait une tasse de tisane et lisait dans son bureau pendant 1 heure ou 2. C'était paisible. Sa carrière décollait également. Le divorce derrière elle, elle a mis toute son énergie dans son travail. L'énorme projet qu'elle dirigeait a passé son audit final avec brio. Le client était ravi. Lors de l'examen de fin d'année, elle a été nommée employée de l'année. Son directeur l'a prise à part et a fortement laissé entendre une promotion au poste de vice-présidente des opérations le trimestre suivant. Tu opères à un niveau différent ces derniers temps, Liv, le directeur a souri. Ambiance complètement différente. Tu sembles si concentrée et pleine d'énergie. Olive a souri modestement. Je suppose que je viens de me débarrasser d'un poids mort. Le 2e mois après le divorce, elle a repris une routine d'entraînement. Elle se levait 30 minutes plus tôt chaque matin pour faire du jogging dans le quartier. Les week-ends, elle s'inscrivait à un studio de yoga chaud et faisait parfois de la randonnée avec Sarah et d'autres amis. Son teint était éclatant. Elle avait perdu un peu de poids, mais elle avait l'air plus forte et plus saine qu'elle ne l'avait été depuis des années. Ses collègues disaient qu'elle rajeunissait. Le 3e mois après le divorce, elle a reçu un appel téléphonique complètement inattendu. C'était Chloé. Olive a fixé le numéro inconnu sur l'écran pendant quelques secondes avant de répondre. Bonjour, est-ce Olive? La voix à l'autre bout était hésitante, empreinte d'une tension nerveuse. Oui. Qui est-ce? C'est Chloé. Olive est restée silencieuse. L'autre bout du fil était silencieux aussi. Finalement, Chloé a parlé, ses mots se précipitant comme si elle craignait de perdre son sang-froid. Olive, je sais que tu me détestes probablement et que tu ne veux pas entendre ma voix, mais je voulais appeler pour dire, je suis désolée. Tu t'excuses auprès de moi? Olive a été sincèrement surprise. Je sais qu'une excuse ne répare rien. La voix de Chloé s'est brisée, mais j'ai fait une chose terrible. Il m'a dit que votre mariage était complètement brisé. Il a dit que vous étiez en train de divorcer et m'a supplié de l'attendre. Alors, je l'ai cru. J'ai attendu. Je suis tombée enceinte. J'ai eu le bébé et il ne t'avait toujours pas divorcé. Quand vous avez finalement divorcé, j'ai pensé qu'il allait venir vers moi. Elle a fait une pause. Et, a demandé Olive, sa voix plate, et il s'est enfui. Chloé a commencé à sangloter. Après le divorce, il a été mis à la porte de la maison. J'ai pensé qu'il emménagerait avec moi, mais il ne l'a pas fait.
D'abord, il a dit qu'il était trop occupé au travail. Puis il a dit qu'il devait trouver son propre logement pour régler ses finances. Puis il a juste arrêté de répondre à mes appels. Le mois dernier, il m'a dit qu'il n'allait pas renouveler le bail de mon appartement et m'a dit de me débrouiller seul. La pension alimentaire, il m'avait promis 1000 par mois. Puis il l'a coupé à 500. Le mois dernier, il n'a pas envoyé un centime. En écoutant cela, Olive n'a ressenti absolument aucune joie maligne. Elle a juste trouvé la femme à l'autre bout incroyablement pathétique. Chloé. Olive a repris la parole. Pourquoi m'as-tu appelé aujourd'hui, exactement? Je voulais juste dire que je suis désolée. Chloé a étouffé ses larmes. Et je voulais te dire que tu avais raison. Le quitter était la bonne chose à faire. Ce n'est pas un homme sur qui on peut compter. Je le vois maintenant. Mais il est trop tard pour moi. Je suis une mère célibataire avec un nourrisson et sans emploi. L'enfant est innocent, a dit Olive simplement. Quant à la pension alimentaire, emmène-le au tribunal de la famille et dépose une demande d'intervention de l'État. Ils saisiront ses salaires. Il est le père biologique. Il ne peut pas échapper à son obligation légale. Oui, merci. La voix de Chloé était à peine un murmure. Prends soin de toi. Olive a raccroché le téléphone et est restée longtemps près de la fenêtre. Elle s'est souvenue de quelque chose que Sarah lui avait dit. Un homme qui trahira sa femme trahira inévitablement sa maîtresse. Le problème n'est pas la femme. Le problème est l'homme. Cela s'est avéré complètement vrai. Marc ne pouvait plus obtenir la vie confortable subventionnée qu'il voulait d'Olive. Alors, il avait couru vers Chloé. Quand la réalité financière de Chloé et du bébé est devenue un fardeau au lieu d'une fantaisie, il les a abandonnés aussi. Il trouverait probablement une autre victime par la suite, ce genre d'homme ne changerait jamais, et elle n'avait pas à perdre une seule seconde de sa vie à se soucier de lui. 6 mois après le divorce, les parents d'Olive sont venus de leur petit village en Géorgie pour lui rendre visite. Ne voulant pas qu'ils s'inquiètent, elle ne leur avait pas raconté les détails désagréables du divorce. Elle avait juste dit qu'ils avaient eu des différences irréconciliables et s'étaient séparés à l'amiable. En réalité, pendant ces mois sombres du divorce, il y a eu de nombreuses nuits où elle est restée seule sur son balcon, son pouce planant au-dessus du nom de contact de sa mère. Elle voulait l'appeler et pleurer à chaudes larmes, mais elle verrouillait toujours son téléphone et le rangeait. Elle ne voulait pas que ses parents vieillissant, à des centaines de kilomètres de distance, perdent le sommeil à cause d'elle. Elle a choisi de porter seule le poids de ses nuits angoissantes. Ses parents étaient déchirés par le divorce, mais la voir vivre dans une belle maison impeccable, l'air radieux et prospère, les a rassurés. Tant que tu vas bien, ma chérie, c'est tout ce qui compte, a dit sa mère, en lui tenant la main. Le mariage n'est pas une fin en soi. Être heureuse est. Je sais, maman. Olive a posé sa tête sur l'épaule de sa mère, comme elle le faisait quand elle était petite fille. Son père se tenait près de la fenêtre, regardant le nouveau vase de tournesol. Tu as rendu cet endroit très agréable. Ta mère a un énorme jasmin dans le jardin qui devient trop grand. La prochaine fois que nous passerons, j'apporterai un pot pour ton patio. Il aura l'air parfait là-bas. Ça a l'air génial, papa, a souri Olive. Ils sont restés une semaine, puis sont repartis. Après leur départ, Olive a trouvé un chèque de 2000 € glissé sous son oreiller. Ses yeux se sont embués, mais elle n'a pas essayé de le renvoyer. Elle savait que c'était leur façon de montrer leur amour. L'accepter leur a apporté la paix de l'esprit. Un week-end, 1 an après le divorce, Olive nettoyait à fond la maison quand son téléphone a sonné. C'était un appel qu'elle n'attendait jamais. Marc. Elle a hésité un instant, puis a répondu, Liv. La voix de Marc semblait avoir vieilli de 10 ans. Elle était rauque, épuisée et creuse. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste entendre ta voix. Marc est resté silencieux pendant quelques secondes. Je ne vais pas très bien. Après le divorce, mes performances au cabinet ont chuté. Ils m'ont transféré dans un bureau satellite dans un marché moins cher. Mon salaire a été réduit.
La moitié de mon salaire est saisie pour ce que je te dois. Je peux à peine payer le loyer. Chloé me traîne en justice pour la pension alimentaire. Et la santé de ma mère a pris un tournant. Elle a été hospitalisée 2 fois le mois dernier. Olive a écouté calmement, sans l'interrompre. Je sais que je me suis attiré tout ça. Marc a laissé échapper un long soupir lourd. Si je n'avais pas fait ces choix, nous ne serions pas là. Liv, je n'appelle pas pour te supplier de revenir, et je ne demande pas de prêt. Je voulais juste te dire que je le regrette vraiment sincèrement. Olive a tenu le téléphone, regardant par la fenêtre le ciel. Il était d'un bleu clair magnifique. La lumière du soleil de l'après-midi se répandait sur le nouveau tapis qu'elle avait acheté pour le salon. C'était chaud et parfait. Marc, a-t-elle dit doucement. Le regret est inutile. Le passé est le passé. Toi et moi devons tous les deux continuer d'avancer. Tu as ton chemin et j'ai le mien. L'enfant est innocent. Paye ta pension alimentaire et fais ton devoir. Quant au reste de tes problèmes, tu devras les résoudre toi-même. Je sais. L'appel s'est terminé. Olive a posé son téléphone sur le comptoir et est retournée essuyer les fenêtres. Ses mains étaient stables. Son cœur était complètement en paix. Dans la rue, une petite fille courait après un papillon, courant et riant. Son visage était rouge de joie. Sa mère la suivait de près, tenant une bouteille d'eau, regardant sa fille avec un sourire aimant. Olive a regardé la scène se dérouler, et les coins de sa bouche se sont naturellement retroussés. C'est la vie, a-t-elle pensé. Pas parfaite, mais absolument digne d'être attendue. Elle a posé ses produits de nettoyage, est sortie sur le patio et a arrosé le jasmin en pot que ses parents avaient finalement apporté. Le jasmin était en pleine floraison. Des grappes de minuscules fleurs blanches brillaient pratiquement au soleil, libérant un parfum doux et apaisant. Elle a pris une profonde inspiration, laissant le parfum remplir ses poumons. Puis elle a pris son téléphone et a envoyé un SMS à Sarah. « Tu es libre le week-end prochain ? Je veux descendre sur la côte. Viens avec moi. » Sarah a répondu instantanément, « Absolument oui. Je meurs d'envie d'un voyage à la plage. Nous allons prendre des photos incroyables, les poster sur Instagram et rendre tous nos détracteurs malades de jalousie. » Ah ! Olive a éclaté de rire en regardant son écran. 6 autres mois se sont écoulés. Olive a obtenu la promotion. Son évaluation de fin d'année était impeccable. Lors de la réunion générale de l'entreprise, la vice-présidente a annoncé sa promotion au poste de directrice des opérations régionales. La salle a éclaté en applaudissements. Elle s'est levée, a fait une légère révérence et a prononcé un court et élégant discours d'acceptation. Après la réunion, des collègues se sont pressés autour d'elle pour la féliciter. Une jeune collègue avec qui elle était proche s'est penchée et a chuchoté, « Liv, tu es littéralement radieuse ces jours-ci. Tu étais si calme et tendue. Maintenant, c'est comme si tu possédais le monde. » Olive a souri. « Je suppose que j'ai juste compris comment vivre pour moi-même. » La promotion signifiait une augmentation de salaire significative. L'hypothèque, qui était une source de stress majeur après le divorce, était désormais facilement gérable. Elle a fait le calcul. Avec son nouveau salaire, après avoir payé l'hypothèque et les factures, elle pouvait maximiser ses comptes de retraite et encore mettre une somme substantielle en épargne. Couplée aux saisies sur salaire mensuel ordonnées par le tribunal du chèque de paie de Marc, que Sarah avait brillamment mis en place pour qu'Olive n'ait jamais à traiter directement avec lui, sa fondation financière était solide comme le roc. Ce Noël-là, elle n'est pas restée en ville. Elle s'est envolée pour la maison de ses parents en Géorgie. L'air hivernal dans la petite ville du sud portait le parfum des aiguilles de pin et des bois. Son père était dans le jardin en train de frire une dinde tandis que sa mère s'affairait dans la cuisine à faire des tartes et à préparer le jambon au miel. Des enfants du quartier couraient dans la rue sur leur nouveau vélo. Olive était assise sur la balançoire du porche, aidant sa mère à écosser des haricots verts. Le soleil d'hiver était remarquablement chaud. Le golden retriever de la famille somnolait joyeusement à ses pieds. « Liv, ma chérie. » Sa mère a passé la tête par la fenêtre de la cuisine.
Tu connais Madame Dupont dans la rue? Son fils, celui qui possède cette entreprise de logistique à Atlanta, est de retour en ville pour les vacances. Il est divorcé aussi. Pas d'enfant. C'est un homme vraiment formidable. Maman. Olive n'a même pas levé les yeux des haricots verts. Je dis juste ça. Sa mère a retiré sa tête à l'intérieur défensivement. Je ne te force pas à l'épouser demain. Son père, entendant cela de la friteuse, a crié vers la maison. Laisse la fille tranquille, Marthe. Elle s'en sort incroyablement bien toute seule. Je ne fais que m'occuper d'elle. Sa mère a crié en retour, l'air légèrement offensé. Olive n'a pas pu s'empêcher de rire aux éclats. C'était la maison, peu importe à quel point le monde extérieur devenait brutal et froid. Revenir ici signifiait qu'il y avait toujours quelqu'un qui se souciait de vous et un repas chaud qui attendait sur la table. La veille de Noël, tous les trois étaient assis autour de la table à manger, découpant la dinde. Un film de vacances classique jouait à la télévision en arrière-plan. Son père, un peu éméché par le bourbon des fêtes, est devenu rouge et a commencé à raconter des histoires embarrassantes sur Olive quand elle était petite, faisant rire sa mère jusqu'aux larmes. En les écoutant, le cœur d'Olive s'est gonflé. Elle a repensé au Noël dernier. Elle était assise seule dans cette maison froide et stérile de la ville, mangeant une pizza surgelée pour le dîner. Marc n'avait même pas pris la peine de lui envoyer un message. À l'époque, elle pensait avoir touché le fond. Mais regardez-la maintenant. Son père était là. Sa mère était là. La maison sentait la cannelle et la viande rôtie. En regardant les lumières scintillantes de l'arbre, elle s'est sentie la femme la plus riche du monde. Allez, Liv. Un toast à toi. Son père a levé son verre. Papa, je ne bois pas de bourbon. Je vais prendre du cidre. Olive a levé son verre. Un toast à ma fille incroyable. Son père a souri. Olive a doucement trinqué son verre contre le sien. Joyeux Noël, papa. Joyeux Noël, maman. Après les fêtes, Olive est retournée en ville et a commencé à planifier son avenir avec une ambition renouvelée. Elle s'est inscrite à un programme de MBA pour cadre le week-end afin de faire avancer sa carrière en gestion des opérations. Le travail était épuisant. Parfois, elle se précipitait directement du bureau au cours du soir, ne rentrant pas chez elle avant 22 heures passées. Mais elle aimait chaque seconde. Elle a découvert que lorsque l'on met toute son énergie dans l'amélioration de soi, les choses qui causaient autrefois une douleur lancinante s'estompent lentement, devenant finalement de simples ombres floues dans le rétroviseur. Sarah a remarqué la transformation et en était secrètement ravie. Un jour, alors qu'elle marchait en centre-ville après avoir pris un café, Sarah s'est soudainement arrêtée. Liv, tu sais, tu es la cliente la plus courageuse que j'ai jamais eue. Qu'est-ce que tu veux dire? Beaucoup de femmes dans ta situation exacte choisissent d'endurer les abus ou s'effondrent complètement. Sarah l'a regardé sérieusement. Mais toi, non. Tu as froidement rassemblé les preuves, pris une décision rationnelle et calculée, et tu es allé jusqu'au bout. Sais-tu à quel point c'est rare? Olive a secoué la tête. Je ne suis pas aussi forte que tu le penses. Tu n'as aucune idée du nombre de nuits où je suis restée éveillée à regarder le plafond. Il y a eu des moments où j'ai failli abandonner. Je me suis dit, peut-être que je devrais juste l'accepter. Peut-être que c'est juste ma vie, mais tu n'as pas abandonné parce que je t'avais. Olive a souri à Sarah. Si tu n'avais pas répondu à mon appel cette nuit-là et ne m'avais pas guidé pas à pas, je n'aurais probablement pas survécu. Sarah a agité la main de manière désinvolte. Arrête d'être si sentimentale. Je vais vomir. Allez, on va boire un verre. Une grande margarita. C'est toi qui paies. Tu viens de dire que le café était pour toi. Le café, c'est le café. Les margaritas, ce sont les margaritas. Des juridictions légales totalement différentes. Riant et se poussant, elles sont entrées dans un bar animé du coin. Quand le printemps est enfin arrivé, Olive a fait un voyage en solo sur la côte. Le voyage à la plage qu'elle avait prévu avec Sarah a été annulé parce que Sarah devait se préparer pour un procès majeur. Il avait été retardé pendant des mois. Cette fois,
Olive a décidé de ne pas attendre. Elle a fait un sac de week-end, est montée dans son SUV et a conduit 3 heures jusqu'à une ville côtière dans les Carolines qu'elle n'avait jamais visitée auparavant. Elle est arrivée juste avant le crépuscule. Le coucher de soleil transformait le vaste océan en or liquide. Elle a enlevé ses sandales et a marché pieds nus sur la plage, s'avançant vers l'eau. Le sable, chauffé par le soleil toute la journée, était incroyablement chaud et réconfortant sous ses pieds. La brise marine avait le goût du sel, ébouriffant sauvagement ses cheveux autour de son visage. Elle s'est arrêtée là où les vagues lui léchaient doucement les chevilles. L'eau était fraîche mais rafraîchissante. Elle est restée là, regardant l'horizon, où le ciel et la mer se confondaient en une étendue infinie. Le soleil s'enfonçait lentement, passant d'un or brillant à un orange ardent profond, et enfin à un violet contusionné comme une peinture à l'huile massive et époustouflante. Elle s'est souvenue de la soirée 2 ans plus tôt. Elle était rentrée du travail, épuisée, pour trouver Marc qui l'attendait sur le canapé. Il avait ouvert la bouche et prononcé les mots qui avaient fait s'effondrer son monde. 2 ans s'étaient écoulés. L'homme qui était assis sur ce canapé se noyait actuellement dans la vie misérable et brisée qu'il avait créée pour lui-même. Et elle se tenait sur une plage qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Du sable chaud sous ses pieds, un ciel ardent au-dessus d'elle, écoutant le murmure rythmique éternel des vagues. Elle a soudainement réalisé que cette gifle l'avait réveillée. Elle l'avait libérée. Si cette nuit n'était jamais arrivée, elle serait peut-être encore piégée dans un mariage mort, gaspillant sa jeunesse, attendant pathétiquement qu'un homme sans valeur rentre à la maison. Elle n'aurait jamais su qu'elle était entièrement capable de construire une vie magnifique toute seule. Elle n'aurait jamais découvert que le vrai bonheur ne vient pas du fait de dépendre de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que l'on construit pour soi-même. Olive a sorti son téléphone de sa poche et l'a pointé vers le coucher de soleil. Elle a pris une photo, juste l'océan, le ciel et le soleil mourant. Pas de personne. Elle l'a postée sur son Instagram avec une simple légende. Au passé, à moi-même, à tous les lendemains pour lesquels il faut se battre. Elle a glissé le téléphone dans sa poche et a pris une profonde inspiration purificatrice. La brise marine lui a effleuré la joue, douce mais ferme, comme une main invisible essuyant la toute dernière trace d'ombre de ses yeux. Elle s'est retournée et a marché pieds nus sur le sable vers sa voiture. Derrière elle, le soleil s'est finalement glissé sous les vagues, mais la dernière traînée de crépuscule doré s'est attardée, cousant le ciel et l'océan ensemble. Sur le sable humide, la trace de ses pas a été lentement balayée par la marée, s'estompant et finissant par disparaître complètement. Sa silhouette a diminué au loin, mais ses pas étaient réguliers. Pas à pas, marchant droit vers son avenir. Alex a fini de lire cette histoire, et une vague d'émotions complexes l'a submergée. Ce n'était pas de la pitié pour Olive. C'était un profond respect pour la façon dont elle s'était sortie de la boue et s'était transformée en une force de la nature. Cette gifle, le fait qu'on lui dise qu'elle était inutile, cette demande profondément dérangée de la faire agir en tant qu'infirmière postpartum pour la maîtresse de son mari. Elle n'a pas crié ni craqué sur le coup. Elle s'est essuyé le visage, a appuyé sur enregistrer sur son téléphone et a méticuleusement reconstitué les virements bancaires, les messages et le certificat de naissance comme un puzzle. Ce n'est pas qu'elle n'a pas souffert. C'est qu'elle a tellement souffert qu'elle savait que pleurer était inutile. Seules des preuves solides et un tribunal pouvaient lui rendre justice. Mais ce qui touche le plus Alex, ce n'est pas sa victoire totale au tribunal. C'est l'Olive après le divorce, assise sur son balcon, mangeant des fraises, regardant le coucher de soleil, arrosant le jasmin. La femme à qui on avait dit qu'elle était sans valeur, a obtenu une promotion, s'est acheté des fleurs, a transformé une pièce de rechange en son sanctuaire et a construit une vie qu'elle aime sincèrement. Pendant ce temps, l'homme arrogant qui lui avait dit de partir l'a finalement appelée, la voix brisée, admettant son profond regret. Mais à quoi sert le regret ? Il n'a pas seulement détruit une femme. Il a détruit une famille et toute la seconde moitié d'une vie qu'il aurait pu partager avec quelqu'un de formidable.